lieu très chargé d'événements historiques. Et c'est dommage de passer sans savoir exactement où on est passé, ce qui pouvait être remarquable. Donc rencontrer les gens disparus, c'est être aussi un peu rendre hommage au fait qu'on n'est quand même que locataire de notre temps. Nous sommes passés par Nexon. Donc Nexon, ça ne vous parle pas, ou ça vous parle à tous, et Nexon, l'habitude, c'est devenu pour certains quelque chose de très banal, mais en fin de compte c'est un château du XVIIe siècle qui a été la propriété de la famille de Nexon depuis toujours, c'est ce qui est assez extraordinaire. Et Nexon vaut le coup de s'y arrêter un jour, parce qu'il y a un jardin de 38 hectares, c'est fabuleux, 38 hectares, et c'est un jardin qui a été conçu par le comte Choulot, qui était un paysagiste très renommé, et qui a été mandaté par la famille de Nexon pour arborer et créer cet espace qui existe toujours. Ça, c'est extraordinaire. Bon, Nexon ensuite, bon, tout le monde connaît les haras de Nexon, qui ont été conçus avant la construction du château, puis depuis le XVIe siècle. Voilà. Bon, ensuite vous êtes passé à Chalut. Alors tout le monde connaît Chalut. On est passé à côté de Chalut, on a tourné autour de Chalut. Bon, peu importe. Vous avez vu quand même les panneaux Chalut, s'il y a passé quelque chose, hein, tout le monde le sait. Il y a un Chalut, c'est le château de Chalut-Chabrol, Fort Chabrol. Non, Chalut-Chabrol, et un peu Fort Chabrol. Pourquoi? Parce que la vicomté de Limoges était en guerre contre les Anglais, en fin de compte, se révoltaient. Il y avait des manifestations d'hostilité très violentes. Et ce château de Chalut, en fait, était sous la domination des ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui pas les terroristes, mais en fin de compte les résistants, hein, parce que cette guerre a tellement duré. Donc, il a été investi par une garnison. Cette garnison, elle venait de Montbrun. Et oui, parce que vous êtes passé à côté du château de Montbrun. Et c'était la garnison donc de Montbrun, et qui était dirigée par Pierre Montbrun, et avec un chevalier à ses côtés qui s'appelait Pierre Basile. Et Pierre Basile est le responsable de la mort de Richard Cœur de Lion. C'est lui qui lui a administré le tir fatal dont Richard Cœur de Lion est décédé après 4 ou 5 jours de coma, et dont on peut voir non pas voir, ni sentir, ni rien. En fin de compte, il semblerait que les vestiges de Richard Cœur de Lion ont été déposés dans la chapelle. Voilà. Personnellement, j'y suis jamais allé voir. Hein, mais bon, ce qui est intéressant, c'est de savoir que ce château, et ça m'a étonné quand je l'ai rencontré, elle était la propriété des familles des Sully, des Albret, cour d'Albret à Bordeaux, ça vous parle peut-être quelque chose, des Albret, mais aussi des Borgia, et enfin des Bourbons. Donc, tout appartenait à quelques régnants, en fait. Voilà, donc pour Chalut, vous êtes passé à côté de Chalut, vous avez vu les panneaux. Tout le monde sait que Richard Cœur de Lion a perdu la vie ici. Personnellement, je ne savais pas que c'était la garnison de Montbrun qui était responsable de sa mort. Ensuite, vous êtes passé par les Cars. Il n'y a pas grand-chose à dire aux Cars, sinon que c'était la Villa Cadris, qui en 1280 a été cédée à l'abbaye de Saint-Martial. Voilà, bon, par Romulf de Lastour. Et tiens, encore un. Vous verrez qu'on rencontre toujours les mêmes noms. Et ça dure des siècles. Mais où ils étaient, les pauvres? Ah ben, ils étaient dans des petits trucs comme ça, là. Ils servaient, ils faisaient paître les moutons. Ensuite, on est passé au château de Brie. Donc, vous avez vu, et rien, je ne peux pas me permettre quand même de rajouter à ce qu'a dit le propriétaire, qui est propriétaire depuis 1804, par l'intermédiaire de sa femme. Ah, il ne le fait pas. Hein, ce château de Brie, simplement, il faut savoir... vieilli. Hein, il a bien vieilli. Mais oui, ce château a été repris à ce moment-là. Bon, et il vous a expliqué qu'il est cédé par la famille de Mirabeau. Bon, ça, c'était très intéressant. Il faut savoir simplement, je voudrais ajouter que ce château de Brie est un domaine qui a été cédé à une garnison, à un reste de garnison
garnison, c'était des soldats, c'était des militaires. Et dans la vieille tradition gallo-romaine, eh bien, quand les militaires restaient, on leur donnait les terres sur lesquelles ils s'installaient. Puis voilà. Donc il y en a qui se sont installés à Brie, c'était les Brie de Bachot, voilà, qui étaient des militaires. Donc il vous a expliqué tout le reste, je pense que vous avez tous entendu ce qu'il vous a expliqué, je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Bon, ensuite on est passé à le Grand Puy, Cogneux. Donc lui, il n'y a pas grand chose à dire, sinon que c'est un site qui est habité depuis le néolithique, puisqu'on a trouvé des vestiges du néolithique et également des vestiges gallo-romains. Donc on est sur un secteur qui a été quand même très investi. Ensuite, le château de Montbrun. Alors, le château de Montbrun, vous avez fait le tour sur le pont, vous êtes passé, vous ne l'avez pas vu. Bon. Qu'est-ce que c'était le château de Montbrun? Au XIe siècle, c'était une motte. Alors, c'était ce qu'on appelle une motte castrale. La motte castrale, vous avez l'exemple, là, où est-ce qu'elle est? On l'a vu tout à l'heure. Voilà, c'était des mottes plus ou moins artificielles, plus ou moins naturelles, des collines, qu'on entourait de défense en bois, c'était des éléments qui étaient construits uniquement avec du bois et avec une tour qui ressemblait à un donjon qui lui aussi était en bois. Voilà. Donc en 1199, donc c'est à Montbrun, donc c'est Pierre Brun, comme je vous ai dit, qui commande. Pardon? Un peu plus fort? C'est dur! Donc, je te conseillerais d'aller recommencer là-bas. En 1199, Pierre Brun, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure pour Chalut, donc, est parti et a commandé cette garnison qui était responsable donc, de la mort de Richard Cœur de Lion. Bon, le château de Montbrun, il a été régulièrement incendié, régulièrement attaqué, c'était un point de défense en fait. C'était donc des mottes castrales, ensuite on a érigé des tours, on a érigé des tours rondes, cette autorisation, et un donjon médiéval. Malheureusement aujourd'hui on ne peut rien visiter à Montbrun, il appartient à une famille de Hollandais qui depuis la fin du, je sais plus, 1995, c'est pas très ancien, hein. Et il se visite pas, sinon avec un guide, on peut pas y aller comme ça, si vous voulez. Hein. On peut pas y aller comme ça. Et ce qui nous a dissuadé un petit peu de le faire visiter et de s'arrêter pour organiser une visite, c'est que c'était absolument hors de prix. Hein, parce que là on a été d'accord, c'était pas jouable. Hein. Ensuite, vous êtes passé. Alors La Roche-l'Abeille, non, on n'y est pas passé à La Roche-l'Abeille. Non, c'est cet après-midi. Encore. On n'y est pas passé. Ben, on va y passer. C'est ça. Donc c'est ce qui va se passer après. Exactement. Voilà, donc vous allez passer à La Roche-l'Abeille. Qu'est-ce qu'il y avait à La Roche-l'Abeille? Il y a le moulin de La Roche-l'Abeille qui est un restaurant. Mais avant le restaurant, il y avait surtout une guerre qui était fondamentale entre les catholiques et les protestants, puisqu'on a vu autour de La Roche-l'Abeille les armées catholiques du duc d'Anjou. Hein, et les armées protestantes d'Henri de Navarre, Coligny, qui était dirigé par un monsieur qui s'appelait Coligny, hein, et Henri IV, Henri de Navarre, a guerroyé sur ces terres-là. Donc on n'est pas loin quand même des fondements même de l'histoire de France. Hein, on vous a parlé de gens, il y a Mirabeau d'un côté, avant c'était Henri IV, on est dans un lieu historiquement très fort. Bon, l'armée protestante de Coligny a remporté la victoire d'une façon assez aléatoire, hein, et Coligny a été assassiné ensuite lors de la Saint-Barthélemy. Le château de la Brégère que vous allez voir, il n'y a rien de notable, sinon le site, le château de la Brégère, en fin de compte, c'est une maison forte et qui est là, et qui protège un domaine agricole. C'est plutôt ça, le domaine Une de la gentilhommière. Brégère. Il date du XVe siècle, mais c'était surtout Une gentilhommière. une gentilhommière, voilà, au repère, comment on fait. Le plus intéressant pour moi, pour vous raconter avant d'arriver à Pompadour, que vous allez voir, c'est Ségur-le-Château. Parce que Ségur-le-Château, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ségur-le-Château, l'ensemble architectural, il y a une homogénéité architecturale extraordinaire. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une cité qui a été choisie par le vicomté de Limoges pour être le tribunal d'appel de toutes les affaires
relevant du Périgord, du Limousin et autres. Donc c'était le dernier rempart pour des décisions de justice contestables et contestées avant le Parlement royal. Et donc beaucoup de juristes, de juges, d'avocats, etc. ont siégé à Ségur-le-Château, ce qui est absolument extraordinaire, hein, jusqu'en 1750. Après, ils sont partis, et Ségur-le-Château, maintenant, est une belle petite cité à visiter. Mais c'était cette cour de justice qui était très étonnante quand même, hein, et qui a nécessité donc la construction, parce qu'il y avait des gens qui quand même vraisemblablement avaient des finances suffisantes pour élever ces maisons et cet ensemble. Hein. Alors, c'était la cour des Apôts de Ségur, exactement. Voilà, pour ceux qui veulent des détails, la cour des Apôts de Ségur. Voilà, et puis après vous arriverez à Pompadour. Alors à Pompadour, moi j'ai rien à dire sur Pompadour parce que vous avez le représentant de Pompadour derrière vous qui peut vous en dire tellement sur Pompadour que j'ai beaucoup de honte à dire quoi que ce soit. Je vais dire obligatoirement des choses ou fausses ou insuffisantes. T'as oublié le château de la Source. Le château de la Source, je viendrai après.